Bon, évidemment, ça peut sembler une évidence, la question de l'écologie est liée à la question de la démocratie. Peut-être je vais dire deux mots sur pourquoi ce lien est si fort. Nous allons parler tout à l'heure, dans la deuxième table ronde, de la question de la transition écologique. On va discuter du concept lui-même. Pour le moment, je n'en discute pas. Mais cette transition écologique, elle suppose au minimum des transformations considérables de nos façons de consommer, de produire, d'habiter, de se transporter. Elle suppose au minimum d'une transformation considérable de la société. La question se pose donc de savoir comment nous allons décider cette transformation de la société. Donc la question, évidemment, alors il y a des réponses, il y a beaucoup de réponses et partout qui disent bon, la démocratie risque d'être un frein à cette transformation. Nous, notre réponse chez les écologistes, c'est un peu le contraire. Mais il ne suffit pas de dire plus de démocratie, il faudrait peut-être dire laquelle. Donc ça, c'est un peu le premier thème. Et puis il y a un deuxième thème un peu plus compliqué, qui élargit, je crois, la question de la démocratie à la question du gouvernement au sens anglo-saxon. C'est que nos systèmes politiques ont été conçus dans des horizons temporels qui étaient finalement l'horizon de l'élection et de la durée du mandat. Or, nous savons très bien aujourd'hui que les décisions que nous prenons, que les politiques publiques que nous faisons, ont des horizons temporels non seulement très longs, mais d'ailleurs parfois plus longs qu'il n'est inimaginable dans la conscience humaine. Donc la question qui se pose, qui est très nouvelle et qui n'a jamais été vraiment, qui commence à être conceptualisée, c'est la question de l'articulation de la démocratie, du gouvernement et du temps long. Et je crois que ces deux dimensions ensemble montrent le lien qui existe entre, pour nous, le lien essentiel, vital, consubstantiel, entre la question de l'écologie politique et la question de la démocratie. Donc je fais très bref, parce qu'en plus je pense que beaucoup de gens ici ont déjà réfléchi, lu et discuté de ces questions-là. Je vais d'abord commencer par donner la parole à Dominique Bourg, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Et donc chacun aura 10 minutes. Ça permettra ensuite à la salle de poser des questions et d'intervenir. Merci Bastien. Effectivement, j'habite en Suisse et j'ai un coucou dans la tête, donc je ne rigole pas avec l'horaire. Je voudrais dire deux choses. Rappeler de façon un peu imagée la situation dans laquelle on se trouve, essayer d'expliquer un petit peu pourquoi, enfin évidemment très très rapidement, et après déboucher sur les échelles de gouvernance, qui me paraît une question tout à fait fondamentale et qui évidemment recoupe la question du temps long. Si je veux brosser en quelques secondes la situation où on est, je vais écologiser, si vous voulez, la fameuse image du Titanic que tout le monde reprend, mais en ayant bien à l'esprit justement l'irréversibilité et l'inertie propre au phénomène écologique. Donc en fait, nous sommes déjà dans l'iceberg. Le problème, c'est que le capitaine l'ignore. Il y a un second qui essaie de lui dire, mais ça passe pas. Les premières classes qui sont sur la planète, beaucoup plus nombreuses en proportion qu'elles ne l'étaient sur le Titanic, s'en foutent complètement. Les troisièmes classes ont déjà les pieds dans l'eau, mais les premières n'imaginent absolument pas qu'elles partagent le même bateau. Voilà à peu près où on se trouve. Alors pourquoi se trouve-t-on là? Et pourquoi ça ne bouge pas? Effectivement, le diagnostic, pratiquement on pourrait presque dire chaque jour, s'aggrave, les médias le font savoir. En plus en France, on a vraiment de très bons journalistes spécialisés, ce qui n'est pas le cas partout ailleurs. Et ça ne bouge pas. Pourquoi? Alors, l'hypothèse que j'aimerais formuler est la suivante. La raison, c'est parce qu'on n'arrive ni moralement, ni politiquement à se représenter les problèmes d'environnement. Je vais commencer par l'aspect moral. Imaginons que lorsqu'on prend notre voiture, les victimes déjà présentes et futures du changement climatique s'allongent dans notre sillage. Je vous rassure tout de suite, tout le monde ne s'arrêterait pas. Mais quand même ceux qui ne s'arrêteraient pas se sentiraient obligés de se justifier. Et là, on est dans ce qu'on appelle le cercle de la règle d'or. Où là, effectivement, la règle d'or ne fait pour autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie. Lorsqu'on la viole, ce qu'on fait très souvent, et si on la viole un peu fortement, on a un sentiment d'obligation. Souvenez-vous simplement de la fable du loup et de l'agneau. Le loup est très humain, il va évidemment croquer l'agneau, mais il ne le fait pas sauvagement. Il lui explique pourquoi. Les raisons sont vaseuses, mais il est dans l'obligation de les donner. C'est à peu près notre état. Donc, quand on parle de changement climatique ou autre, on a affaire à des chaînes causales très longues,
très diffuses, parallèles, puisque c'est en masse qu'on contribue à dégrader les choses, ça ne nous impacte pas, ça ne nous touche pas, ça reste complètement abstrait. Pour tout dire, tout le monde s'en fout. Pas tout à fait tout le monde, je vais revenir. Alors, politiquement, je ne veux pas le faire, je l'ai fait de nombreuses fois, mais effectivement, politiquement, il est très difficile de représenter les enjeux environnementaux. Ça va, c'est en quelque sorte contradictoire sur plusieurs plans, avec la logique même de la représentation politique, telle qu'on l'a construite petit à petit, à partir du XVIIIe. Alors, une fois ça dit, je voudrais surtout insister sur la question des échelles. Effectivement, si je prends l'échelle nationale, l'échelle de gouvernance classique, la difficulté dans laquelle on se trouve, c'est à la fois faire en quelque sorte, j'aurais presque envie de dire, pénétrer avec force un certain nombre de contenus de savoir, et en même temps, et c'est ce qu'on essaie de faire dans le livre avec Bastien, pour une 6e République écologique, en même temps, au contraire, revigorer et la démocratie participative et la démocratie directe. Je reviens au pays du coucou. Là, on vote à peu près tous les 15 jours. Je vous assure que l'équivalent d'un référendum, on ne vote pas, on ne se prononce pas sur celui qui pose la question. Déjà, ils sont 7. On ne va pas les récuser les 7. Et puis, comme la question est posée sans arrêt, eh bien, on peut effectivement avoir une logique référendaire sans que ça devienne une logique de plébiscite. Mais bon, et l'important, c'est d'arriver à avoir des institutions qui puissent coupler les deux, faire intervenir un certain nombre de contenus de savoir et avoir une démocratie très vigoureuse et authentiquement représentative. C'est-à-dire jouer sur le représentatif, mais en y jouant à fond, et pas à demi, et jouer sur le non représentatif et chercher à les combiner l'un à l'autre. Lâchement, je vais laisser à Bastien le temps de défendre à ma place tout ça, puisqu'on l'a fait ensemble, mais je vais revenir sur l'autre échelon de gouvernance, qui me paraît aujourd'hui extrêmement important. Et c'était rappelé par le directeur de la Fondation. Où ça bouge, pour l'heure, extrêmement aujourd'hui, c'est sur le plan local. Alors, très rapidement, oui, j'ai encore 5 minutes, très rapidement, pour essayer d'expliquer un petit peu les choses, pour voir où ça se joue sur le plan local, je voudrais vous faire part de la trilogie suivante. Bien distinguer ce qu'on appelle les genres de vie, je vais devoir aller vite, les styles de vie et les modes de vie. Par genre de vie industriel, genre de vie du paysan breton du 19e siècle, du Tupi-Guarani, tout ce que vous voudrez. On est sur des structures par rapport auxquelles les individus n'ont aucune part. Les sociétés elles-mêmes n'ont qu'une part assez faible, progressive et lente pour changer un genre de vie. Que vous le vouliez ou non, vous allez prendre le train, regarder l'heure, utiliser un téléphone, etc. À l'inverse, on a le style de vie, là on est dans le pur individuel. Et au contraire, le style de vie, c'est ce qui conforte le système, et c'est la condition à ce qu'il y ait un marché. Mais on a en revanche la dimension intermédiaire. Ce sont les modes de vie. Là, on a un recouvrement entre l'individuel et le collectif. Les modes de vie, c'est les changements en termes de mode de vie, le système aborde. Ça le remet en cause. Et en général, les types de changements de mode de vie qu'on connaît, on passe de la vie estudiantine à la vie professionnelle, on a des enfants, on part en retraite. Évidemment, chaque fois, c'est de l'individuel et du collectif. Ça n'est jamais du purement individuel. Et là, en revanche, où il y a aujourd'hui une vie assez extraordinaire, c'est localement. Avec des Fab Labs un peu écolos, des imprimantes 3D, des écoquartiers, des manières de composer, d'organiser le collectif autres. Et c'est ça sur lequel on devrait jouer. Et je dirais qu'une démocratie écologique nationale devrait ouvrir un droit à l'expérimentation territoriale et un droit à la dérogation territoriale, avec toute la difficulté qu'il y a à jouer sur l'un et sur l'autre. Mais c'est là qu'il y a vraiment de l'innovation, c'est là, c'est du côté des modes de vie qu'on peut faire infléchir et bouger le système, et ce que peut faire la régulation nationale, c'est de le permettre. Ce n'est pas elle qui fera ces changements. Ils ne se feront que localement. Puis effectivement, après, on a le niveau de la gouvernance internationale. Mais ce qui me semble extrêmement important, c'est de chercher à articuler les trois et aujourd'hui à redonner un maximum de liberté. Quand on argumente en termes d'environnement, les gens s'en foutent. Quand on argumente en termes de liberté, et une liberté encore une fois qui n'est pas du tout celle
simplement d'individus, c'est un recouvrement, justement, en l'occurrence, entre l'individu et le collectif. Autrefois, on aurait appelé ça la personne. Là, les arguments portent beaucoup plus. Et moi, j'attendrai beaucoup de l'écologie politique et institutionnelle qu'elle ouvre ses vannes. Voilà, le coucou maintenant, j'ai fini, merci.